Bienvenue. Je vais commencer par présenter l'association que nous représentons et qui organise cette conférence. L'association START, spécialiste des troubles des apprentissages, rééducation et thérapie. C'est une petite association de professionnels interdisciplinaires qui, depuis 3 ans déjà, a fait le pari de se réunir entre différentes professions pour évoluer ensemble, apprendre à collaborer, éviter le morcellement des prises en charge. Et chaque année, on travaille toute l'année sur une grande thématique que nous présentons ensuite librement au public. La première année, nous avions présenté les troubles attentionnels. L'année dernière, nous avons présenté les hauts potentiels. Et cette année, nous avons le plaisir de vous présenter les dyspraxies ou troubles d'acquisition de la coordination, pour reprendre les appellations plus modernes. Je suis le docteur Sandra Suarez, je suis docteur en neurosciences, je suis aussi neuropsychologue et j'ai le bonheur d'être la présidente de cette petite association. Je vous souhaite la bienvenue. Avant de démarrer, je vais remercier la mairie de Villebon-sur-Yvette qui nous invite cordialement à cette conférence, qui nous prête cette salle, qui nous permet de bénéficier de ces équipements. C'est un plaisir d'avoir des personnes engagées qui sont intéressées comme ça pour partager les savoirs et les connaissances. Donc, merci à eux. Nous allons commencer par une parole médicale. Je vais vous passer le docteur Conti qui va introduire la conférence. Merci. Bien, donc bonjour. Moi, je suis donc pédiatre, installée en ville et j'ai aussi des vacations hospitalières à l'hôpital d'Orsay et à l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Et en libéral, je suis installée à Villebon-sur-Yvette. L'examen médical, je vais déjà juste faire un petit peu quelques définitions pour qu'on sache vraiment de quoi on parle. Et donc, puisqu'on a employé le terme dyspraxie, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une praxie? Donc, une praxie, c'est une fonction cognitive qui est très élaborée et qui permet la gestion des gestes volontaires. Donc, des gestes qui font l'objet d'un apprentissage, comme par exemple nager, s'habiller, mettre ses boutons, écrire, faire du vélo. Et ces gestes sont très liés aux habitudes culturelles. Par exemple, en Europe, on mange avec une fourchette et un couteau. En Asie, on utilise des baguettes. Tous ces gestes s'apprennent. Et petit à petit, après cet apprentissage, il y a une inscription de ce programme de gestes au niveau cérébral, de façon à ce que l'exécution de ces gestes soit ensuite totalement automatisée. Et donc ces gestes se font sans même réfléchir. Donc, une praxie, c'est planifier, programmer ces gestes volontaires de façon coordonnée dans l'espace, puisque pour prendre quelque chose, il faut savoir exactement où se situe l'objet par rapport à son corps, et orienté dans un but, pour une fonction de ce geste. Donc pour vous donner juste un exemple, voici par exemple le schéma des différentes étapes de coordination pour utiliser une cuillère entre 10-11 mois et à peu près 17 mois où ce geste est totalement automatisé. Donc au départ, ce sont des actions totalement répétitives. L'enfant met la cuillère dans l'assiette, il la retire, il la met, il la retire, ou bien il met dans la bouche, il la retire. Puis, il y a plusieurs séquences d'action, il met la cuillère dans l'assiette, il l'enlève, et puis il la lève, il la met dans la bouche, puis petit à petit, il va réaliser que ce geste peut amener une fonction qui est, on remplit avec un aliment, et puis, donc il va donner une fonction à ce geste, et ensuite, il va y avoir des petites boucles de correction. Est-ce que j'ai mis assez d'aliments dans ma cuillère? Il vérifie. Est-ce qu'une fois que j'ai vidé ma cuillère et que j'ai mangé ma bouchée, est-ce qu'il en reste encore dans la cuillère avant que j'en prenne d'autres? Et tout ceci se coordonne. Et donc, vous voyez, ce sont des étapes qui petit à petit se mettent en place. Donc, qu'est-ce qu'une dyspraxie? Une dyspraxie, c'est une anomalie de la planification
et de l'automatisation de ces gestes volontaires. Alors, plusieurs termes. Le terme international, c'est TAC, trouble d'acquisition des coordinations. En anglais, ça fait Developmental Coordination Disorder. Ou en Europe, voilà, je parle très mal anglais, je ne suis pas très bien. Décédé. Ou bien le terme dyspraxie en France. Alors le terme dyspraxie, il est purement français. Bon, on joue un peu sur pour les patients et même pour les prises en charge, ça n'a pas tellement d'intérêt. De toute façon, comme vous allez le voir, chaque enfant va avoir peut-être un petit peu plus de difficultés dans sa gestuelle globale, d'autres plus dans sa motricité fine, d'autres plus des difficultés plus visio-spatiales, on vous en reparlera, ou de saccades oculaires. Souvent en France, mais uniquement en France, on utilise le terme de TAC pour les gestes, pour expliquer que on parle plutôt des difficultés de motricité globale et des conséquences fonctionnelles du trouble sur l'autonomie de l'enfant, alors que le terme dyspraxie développementale tient beaucoup plus compte, d'abord s'inscrit dans un trouble du développement de cet enfant, et tient beaucoup plus compte des difficultés à se représenter mentalement l'action. Voilà, mais enfin bon, ça c'est pour les professionnels, mais ça ne change pas grand-chose. Donc il y a de nombreux termes, dyspraxie visio-constructive, visio-spatiale, idéomotrice, idéatoire, d'habillage, exécutive, bon, vous verrez peut-être tous ces termes, bon, en gros on parle de la même chose. Donc, en gros, on définit plutôt dans ce trouble du développement des troubles qui touchent plus le geste, plus la pensée spatiale, la pensée dans l'espace du geste, ou la régulation de l'exécution de cette action, puisque vous avez bien vu qu'il ne faut pas aller trop vite, pas aller trop lentement, vérifier qu'on a bien vidé la cuillère ou qu'on l'a bien remplie. Et puis à part, je vous en ai mis un petit mot là, mais je n'en reparlerai pas trop, il y a tout ce qui correspond à la motricité bucco-faciale. Et donc, s'il y a une dyspraxie de la motricité bucco-faciale de la langue, de la position des lèvres, des joues, ça peut déclencher ce qu'on appelle une dyspraxie verbale. Et là, ça donne des troubles de l'élocution qui sont, du coup, des enfants extrêmement difficiles à comprendre au niveau langage. Donc, les critères diagnostiques, ils sont codifiés au niveau international. Ce sont donc les performances dans les activités quotidiennes qui nécessitent une bonne coordination motrice, qui sont très nettement en dessous du niveau escompté par rapport à l'âge de l'enfant, compte tenu de son âge et également de son niveau intellectuel. Et ça, on peut le savoir avec des tests précisément étalonnés, chiffrés, pour savoir par rapport à son âge, son sexe, s'il est au niveau ou pas. Ça se définit par une maladresse, une mauvaise écriture et de mauvaises performances motrices, notamment en sport. Il faut surtout qu'il y ait une gêne, c'est-à-dire que ces perturbations doivent interférer de façon réelle, significative, la vie courante de l'enfant ou sa réussite scolaire. S'il n'y a pas vraiment de gêne, on peut être maladroit sans qu'on puisse parler de TAC. Et cette perturbation n'est pas liée à un autre problème médical. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait un médecin qui confirme le diagnostic et que ça ne répond pas non plus à un critère de trouble envahissant du développement, par exemple, comme dans l'autisme. Et s'il y a un retard mental, il faut que les difficultés motrices soient très en dessous des difficultés qu'aurait dû avoir l'enfant compte tenu de son niveau intellectuel. Donc ce n'est pas expliqué par une déficience intellectuelle, ni par un trouble moteur cérébral ou périphérique, ni par un trouble de la personnalité, ni par un trouble des compétences sociales. Juste un mot pour parler des dyspraxies visuospatiales isolées, on en reparlera après avec notamment l'orthoptiste et les différents intervenants. Dans ces formes-là, la maladresse, le trouble moteur ne sont pas du tout au premier plan, ce qui fait que ces enfants, on ne les repère pas tout de suite, ça passe souvent inaperçu, parce qu'ils ont juste un trouble de leur stratégie du regard. Ils ont des saccades oculaires qui ne sont pas coordonnées, et l'image mentale qu'ils se font de ce qu'ils voient n'est pas
est déformée. Ce qui fait que ça se repère surtout en primaire, quand on leur demande d'écrire, par exemple. Ils ont beaucoup de mal à repérer certaines orientations, les diagonales, et donc l'organisation des lettres sur une page. Ce trouble est très fréquemment associé avec d'autres pathologies, notamment très fréquemment avec un trouble déficitaire de l'attention, mais également avec des dyslexies. Et on reverra au fur et à mesure que chaque enfant a des besoins particuliers. C'est pour ça qu'il faut un bilan complet et que nous, on s'est réunis en réseau parce que vraiment chaque intervenant a sa place pour la prise en charge de cet enfant. Alors au niveau épidémiologie, juste un petit mot, c'est un trouble qui a été très longtemps méconnu. Les premières descriptions, c'est 1964. Et depuis uniquement les années 2000, on s'intéresse réellement à ce trouble et on commence réellement à l'identifier et à le prendre en charge réellement. Donc vous voyez que c'est quelque chose de récent, alors que le trouble existe depuis toujours. C'est des enfants qui se présentent très fréquemment. À première vue, on a l'impression qu'ils ont un retard mental et ne l'ont pas. Ça concerne en plus un tiers des prématurés de moins de 32 semaines. Donc vous voyez que c'est un trouble d'actualité, puisqu'il y a de plus en plus de prématurités de moins de 32 semaines qui vivent une vie normale et qui sont maintenant, grâce au progrès de la néonate, s'il n'y a pas de prématurité ou aucun trouble neurologique, on parle en France plutôt de dyspraxie développementale. Donc ça touche plus les garçons, jusqu'à 7 fois plus selon les études, et ça représente à peu près de 3 à 5% des enfants d'une classe d'âge. Donc le diagnostic, comme je vous l'ai dit, il est souvent tardif et confondu avec de la mauvaise volonté, ça c'est très fréquent. On entend tout le temps, quand il veut, il peut, il est paresseux, ou un retard mental. Alors moi en consultation, ça je passe très vite, c'est une consultation médicale standard. Par contre, je vais reprendre les antécédents médicaux et familiaux, parce qu'il y a des cas familiaux, ou d'autres troubles 10 dans la famille, et surtout cibler quelle est la plainte, quelle est la gêne de l'enfant. Est-ce que c'est plus l'écriture, la motricité fine, parce que c'est sur cette plainte-là qu'on va surtout agir au départ. Et surtout aussi, quel est son retentissement dans la vie de l'enfant. Donc aussi bien dans la vie quotidienne, à l'école, avec les copains, au sport, le suivi du regard. Et moi, je fais un petit examen rapide et avant de l'envoyer aux différents rééducateurs. Donc la plainte, c'est souvent une maladresse, une lenteur, des refus ou de jouer avec les jeux de construction, les cubes, les puzzles, un enfant qui n'a pas envie de dessiner, qui est mauvais en graphisme et qui a des difficultés dans les activités de la vie quotidienne, manger, couper sa viande, mettre ses lacets. Et dans tous les cas, on observe qu'il y a une fluctuation de ses réalisations, car s'il fait un énorme effort, il y arrive. Mais si il est fatigué, s'il n'est pas motivé, il n'y arrive pas. Et ce qu'il faut aussi bien voir, c'est que cet enfant est normalement intelligent, donc extrêmement conscient de son échec. Donc de toute façon, très petit, il refuse de dessiner. Et il y a un grand contraste entre la verbalisation, les mots, par exemple, l'aide verbale pour lui expliquer quelque chose, ça va l'aider. Tu vas monter vers le haut pour écrire ton L, et puis tu descendras vers le bas. Et pas la démonstration en lui écrivant un L. Vous pouvez lui écrire 10 fois L, si vous ne lui expliquez pas comment faire, il n'y arrivera pas bien. Donc voilà, je vous ai mis la maladresse pour le découpage, pour l'habillage, à la marelle, dans le sport en récré. Un enfant qui est tout le temps à se casser la figure et qui du coup est fatigué. Je vous montre juste, mais rapidement, à 2 ans, au niveau constructif, un enfant fait un empilement de 4 à 6 cubes en une tour. À 5 ans, il fait un petit escalier avec des cubes, mais un escalier de à peu près 10 cubes avec un modèle. En graphisme, il fait des loupes à 2 ans, des petits ronds, et à 6 ans, il écrit son prénom en attaché sans modèle, et il reproduit à losange. En vie quotidienne, à 2 ans, il commence à manger seul de la purée. À 5 ans, il découpe, il utilise le couteau, il s'habille seul. À 6 ans, il se coiffe, il fait les nœuds de lacets, il tartine avec un couteau. Et pour le graphisme, à 2 ans et demi, à peu près, on a un trait vertical, et à 6-7 ans, on a le losange. Donc moi, je fais quelques petits exercices, du dessin, des petites représentations en 2 dimensions de mes petits cubes que vous voyez affichés sur l'écran. Et je lui donne des cubes et je lui demande de le reproduire en temps chronométré. Et il n'y arrive pas la plupart du temps. Ça, c'est plutôt dans ce qu'on appelle la dyspraxie visio-constructive, puisqu'il n'arrive pas à construire.
De même, je fais des exercices d'imitation de gestes, et pareil, il est très maladroit ou il se trompe, et donc on parle de dyspraxie plutôt idéomotrice, pour vous dire à quoi ça correspond. Je fais des repérages rapides de plein de petits objets sur un dessin. En 20 secondes, il y a 20 objets. C'est pas toujours facile si on n'a pas une bonne saccade oculaire et une bonne image. Voilà. Au niveau graphisme, des reproductions de dessins simples. Voici à 4 ans et demi j'avais un petit pointeur là. Les dessins d'un enfant de 4 ans et demi. Voilà, regardez ça, c'est caractéristique. Il ne voit pas du tout qu'il y a un point central avec des diagonales. Donc il se débrouille comme il peut. Bon, après moi je cote, donc ça fait 0. Voici l'écriture. Et ben ouais, bon après on n'est pas les cotes, c'est pour moi, les chiffres je ne les donne pas comme ça, mais ça me permet de l'étalonner en écart-type, enfin par rapport à la moyenne. Une écriture d'un enfant de 8 ans, 4 mois. Là, je vous ai mis... Voilà. J'ai mis l'écriture d'un enfant de 6e qui a 10 ans, qui a un haut potentiel, donc qui est précoce, qui a sauté une classe, et qui... voilà, l'écriture d'un enfant de 6e. Donc vous voyez bien qu'on parlera de l'ordinateur plus tard, là... Bon, c'est quand même plus simple de lui proposer l'ordinateur. J'étudie un peu la vitesse d'écriture, avec des petits tests étalonnés, pour voir justement en 3 minutes, en écrivant le plus vite possible, ce qu'il est capable de faire pour savoir s'il va avoir besoin, par exemple, d'un ordinateur. Donc en gros, pour résumer, c'est un enfant qui a des difficultés de motricité globale, notamment au niveau du sport, qui tombe souvent, qui se casse la figure dans les escaliers, qui fatigue au sport. Alors, plus ou moins selon chaque enfant, hein, comme j'ai dit. Hein, il y en a qui a des difficultés de motricité fine, utiliser les outils de géométrie, faire du dessin, s'habiller, lasser ses chaussures, pour manger proprement. Qui a des difficultés de repérage dans l'espace, donc difficultés pour lire les cartes de géographie, pour se perdre sur une feuille, pour aligner les chiffres en colonne, on en reparlera après. Pour lire des textes et notamment les tableaux à double entrée, vous savez, avec abscisse ordonnée. Alors là, c'est impossible pour le prof de sciences en 6e, c'est compliqué de lui expliquer ça, mais c'est pas possible. Des difficultés d'organisation temporelle, alors et spatiale, donc, et d'organisation tout court. Donc, il oublie ses cahiers, c'est en vrac dans son sac. Et des difficultés pour se repérer dans le temps, donc c'est compliqué aussi au niveau temporel. Donc du coup, ça entraîne, on va en reparler, des difficultés de la lecture, donc il fatigue très vite, il confond les lettres, il saute des mots, des difficultés pour l'écriture, il ne voit pas les lignes, il n'écrit pas sur les lignes, il est trop lent, il est illisible, il ne peut pas en plus, on va en reparler, des doubles tâches, il ne peut pas écouter et écrire en même temps, parce que c'est 2 tâches en même temps, puisque lui, il n'a pas automatisé son écriture. Donc, il est obligé d'énormément réfléchir pour écrire. Et donc, du coup, il fait des fautes d'orthographe en dictée. Et ça lui crée des difficultés d'attention, même s'il n'a pas un vrai trouble d'attention, en plus, puisque il fatigue, il ne peut pas faire les 2 choses en même temps. Et puis, on va en parler, il a du mal aussi avec la copain, en récréation, la maîtresse qui ne comprend pas, et donc il n'est pas toujours non plus très à l'aise dans ses baskets, donc il gigote sur sa chaise, il tripote ce qu'il a sous la main, il mâchonne son crayon, et il a besoin vraiment de silence pour se concentrer. Donc en gros, il est fatigué et il a une attention fluctuante, et donc on entend tout le temps à l'école, quand il veut, il peut, mais il est épuisé le soir quand il rentre, il est trop fatigué pour faire ses devoirs et puis il ne peut même pas prendre ses devoirs sur son cahier de texte. Donc arrêtons de dire, quand il veut, il peut. Les difficultés relationnelles, on va en reparler, mais c'est compliqué pour cet enfant. Récréation, personne ne veut de lui dans l'équipe de foot. Et voilà, donc je vais passer la parole à nos 2 neuropsychologues de l'équipe, Sandra Suarez et Laure de Nariaz. Très bien. Quand un enfant arrive dans un cabinet de neuropsychologie ou de psychologie cognitive, la première chose qu'on fait, quelle que soit la demande, c'est de refaire une anamnèse. C'est extrêmement important parce qu'on ne va pas se contenter juste de
passer des tests, la lecture des tests se fait dans un environnement particulier, dans le contexte particulier de cet enfant, et toutes ces informations sont extrêmement précieuses. Même quand elles ont été prises par ailleurs, le croisement des informations avec les autres professionnels est extrêmement enrichissant, parce qu'on ne va pas forcément observer les mêmes choses. Et aussi, les parents, dans des contextes différents, vont parfois donner des informations différentes. Quand j'ai qu'un seul parent dans la salle qui vient me voir, il est très important d'arriver à obtenir le regard de l'autre parent, quitte à l'avoir au téléphone. Ces éléments d'anamnèse, donc l'anamnèse c'est quelque chose c'est un rendez-vous qui est assez large où on va refaire l'histoire de l'enfant, l'histoire de son évolution. On cherche évidemment à voir est-ce que les difficultés sont neurodéveloppementales ou est-ce qu'elles ont été acquises plus tard, est-ce qu'il y a eu un événement traumatique. En gros, c'est une véritable enquête qu'on mène. Et au cours de cette anamnèse, certaines questions vont être relevantes et nous attirer plus vers des questions de dyspraxie. Évidemment, quand l'enfant est envoyé par un médecin qui nous dit qu'il soupçonne une dyspraxie, c'est beaucoup plus facile, mais ça reste la minorité des cas. Parmi les questions vraiment relevantes, donc le docteur Conti en a déjà parlé, mais c'est évidemment toutes les questions concernant les âges d'acquisition de la motricité et ce vers quoi l'enfant va s'orienter naturellement. Dans les jeux spontanés, notamment, l'enfant va évidemment éviter ce qu'il met en difficulté. Il va au contraire surdévelopper ses compétences dans les secteurs qui ne lui posent pas une difficulté fonctionnelle. C'est très important de savoir ce qui se passe à l'école. Très souvent, c'est un lieu de souffrance. Quand on arrive à avoir le regard, l'avis de l'enseignant, c'est idéal, c'est pas forcément toujours le cas. Le diagnostic de dyspraxie que va poser ensuite le médecin est un diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire qu'il doit se faire dans le cadre d'une lecture plus générale des facultés de l'enfant et ce n'est pas un enfant qui a un retard mental, ce n'est pas un enfant qui est globalement déficitaire. Donc on va être quasiment toujours obligé de faire un examen plus élargi. Donc là, je vais passer la parole à ma collègue qui va vous expliquer. Oui. Donc, on commence effectivement généralement par un bilan plus global, donc des différentes fonctions cognitives, les fonctions intellectuelles, pour savoir quels sont les points forts, les points faibles, et voir si effectivement les points faibles correspondent bien à ce que les parents et les enseignants nous disent dans l'anamnèse. Donc là, vous avez un exemple d'un petit garçon. Donc je lui fais passer le WISC. C'est une épreuve d'intelligence globale utilisée le plus souvent, pas seulement en France, à l'international. Alors évidemment, ça n'évalue pas tous les domaines de l'intelligence. Là, on va évaluer le raisonnement verbal. Donc que vous voyez... Je vais vous montrer le petit point. Ok, ouais, je bien, bouge, le petit bouton rouge. Donc, le raisonnement verbal, vous l'avez ici au global, et vous voyez qu'il est autour de 100. Donc, on considère qu'il est dans la norme. Vous avez ensuite le raisonnement perceptif, le raisonnement visuel à partir d'images. Ici. Donc là, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a vraiment un écart entre ces capacités de raisonnement à partir des mots et ses capacités de raisonnement à partir des images. On a ensuite un autre domaine qui est la mémoire de travail. Donc c'est un petit peu comme la mémoire vive d'un ordinateur, on va dire. C'est la capacité à retenir des informations pendant un court laps de temps, juste le temps de les remettre en ordre, de les traiter, de faire un petit calcul et de les restituer. Donc là, vous voyez que ce domaine-là, IMT, il est également dans la norme, autour de la moyenne, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis, le quatrième domaine qui est évalué, c'est la vitesse de traitement des informations visuelles. Et vous l'avez donc ici. Et vous voyez qu'encore une fois, c'est quelque chose de visuel et ça pose problème. Donc, au-dessus, vous avez les petites épreuves qui permettent de calculer ces indices-là. Donc dans la première colonne, tout ce qui est compréhension verbale, c'est le raisonnement à partir des mots. Donc ici.
Donc on considère que c'est dans la norme, donc autour de la moyenne, entre 8 et 12. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de problème. Donc il y a une épreuve de vocabulaire, définir des mots. Il y a une épreuve de compréhension des normes sociales, où là, il est même supérieur à la norme. Et puis des épreuves de raisonnement verbal abstrait, voilà, où il faut choisir, il faut essayer de voir deux mots, dans quelle catégorie on peut les classer. Ensuite, dans le raisonnement perceptif, vous avez trois épreuves qui, là, sont considérées comme pathologiques, et effectivement, par rapport au score. Donc, la première épreuve, ce sont les cubes. Donc, vous voyez ici, et c'est l'exemple aussi que j'ai mis à côté. Donc là, il s'agit, comme le docteur Conti vous disait, c'est un peu le même type d'épreuve. Donc on a un modèle avec des cubes bicolores, il faut reproduire dans un temps limité le modèle. Donc là, on a du raisonnement visuel spatial, et en plus, on a la manipulation de cubes et la vision un petit peu en 3 dimensions. Et là, ça a été particulièrement difficile pour cet enfant-là. On a ensuite des épreuves qui ne nécessitent pas de manipulation, mais qui sont aussi du raisonnement visio-spatial, et donc le score est aussi assez faible. En mémoire de travail ensuite, donc là, voilà, on a effectivement des petits écarts, mais ça reste autour de la moyenne, il n'y a pas de souci a priori sur la mémoire de travail. Et le dernier domaine, donc la vitesse de traitement des informations visuelles, avec une épreuve où il faut reproduire des signes, donc des symboles, le plus vite possible, qui est cette épreuve-là. Alors là, ça a été vraiment très très compliqué pour cet enfant-là. Ensuite, barrage, donc il s'agit de barrer des cibles, voilà, des animaux parmi d'autres objets. Et puis les symboles. Donc la deuxième épreuve, symbole, avec une note de 4 aussi assez faible, où il s'agit de comparer des formes, en fait. Donc c'est toujours de l'analyse visuelle. Ces épreuves-là sont chronométrées. Donc ça l'a mis vraiment en difficulté. Et là, donc, vous avez un profil qui va vraiment alerter le neuropsychologue sur, effectivement, a priori, ce serait un trouble vraiment spécifique au niveau visio-spatial et moteur. Voilà. Donc c'est important de faire ce bilan-là, déjà pour éliminer un éventuel retard mental, qui serait du coup, voilà, on le prendrait en charge autrement. Et ça permet aussi du coup de voir les forces et les faiblesses, et ensuite de cibler vers d'autres tests plus précis pour voir plus précisément, plus en détail, ce qui freine cet enfant dans ses apprentissages. Donc plutôt visio-spatial, plutôt moteur, plutôt autre. Et donc pour ça, je redonne la parole à ma collègue. Donc vous l'avez compris, le test de WISC va être important dans le cadre d'un diagnostic d'exclusion, mais ce n'est pas un test de diagnostic des problèmes psychomoteurs, évidemment. Alors, le bilan peut s'arrêter là, ça dépend de comment l'enfant a été orienté là. S'il est déjà suivi, s'il s'agit de compléter un diagnostic, on va simplement le renvoyer sur le médecin qui fait déjà faire les bilans spécialisés. Si ce n'est pas le cas, l'enfant est arrivé pour une question assez indéterminée de difficulté d'apprentissage, quand on est alerté par des éléments de l'anamnèse ou du WISC, je dirais, c'est pas forcément le cas. Le WISC n'est pas forcément aussi marqué que ça. Mais dans ces cas-là, on peut faire quelques tests de dépistage de façon à adresser l'enfant. Alors, si on soupçonne un trouble des apprentissages, il faut vraiment adresser l'enfant dans un domaine médical spécialisé. Donc, au moins le renvoyer sur son généraliste qui va l'orienter correctement. Il faut le renvoyer avec un bilan le plus clair possible. Donc, dans ces cas-là, on va faire un dépistage plus large des problèmes que l'on subodore avant de clore notre bilan. Donc, voilà le genre de test qu'on peut être amené à faire. Je vais laisser à présent la parole au psychomotricien.
Alors bonjour, moi c'est Anne-Sophie Glay, je suis psychomotricienne au sein du cabinet libéral de Isabelle Tigréat et Nathalie Richard à Gif-sur-Yvette. Et donc on va vous parler maintenant de la thérapie psychomotrice chez l'enfant dyspraxique. Donc on commence toujours par effectuer un bilan psychomoteur pour évaluer les difficultés de l'enfant mais aussi ses compétences. On effectue un bilan complet parce que les différents domaines psychomoteurs sont en interaction les uns avec les autres. Donc c'est important d'avoir un bilan le plus complet possible. Et pour réaliser ce bilan, on va utiliser des tests standardisés. Donc on va commencer le bilan, alors on l'a pas noté, mais par une anamnèse nous aussi. Et puis ensuite, on va évaluer les capacités motrices de l'enfant. On va donc s'intéresser au tonus. Le tonus, c'est l'état de tension des muscles. Pour lancer un ballon dans un panier de basket, il faut imprimer suffisamment de force musculaire, mais pas trop non plus. Et donc ça, c'est la régulation tonique. Donc le tonus, il a une grande importance dans la motricité, dans la communication, dès les premiers jours de vie, et il est sous l'influence des émotions. Ensuite, on va s'intéresser à la motricité générale et à la motricité fine, à la latéralité de par son importance dans la motricité. On va étudier les praxies et on va s'intéresser au graphisme et notamment à la qualité et à la vitesse de l'écriture qui pose souvent des difficultés à l'enfant dyspraxique. Alors ensuite, on va aussi évaluer le repérage corporel, notamment en étudiant l'intégration du schéma corporel, en évaluant la latéralité, cette fois-ci en lien avec le repérage dans l'espace. On évalue aussi les capacités d'orientation et de structuration spatiale, et enfin les capacités visio-spatiales. Enfin, on va s'intéresser à certaines compétences cognitives qui peuvent représenter des compensations possibles. Donc on va s'intéresser à la structuration temporelle, à la mémoire auditive, à la mémoire visuelle et aux capacités attentionnelles de l'enfant. Donc une fois qu'on a effectué ce bilan psychomoteur, on va pouvoir mettre en place un projet personnalisé en fonction de chaque enfant. On va chercher à renforcer les points faibles, les difficultés de l'enfant et aussi lui apprendre à s'appuyer sur ses points forts pour qu'il puisse prendre confiance en lui. Dans le cadre de la dyspraxie, les principaux axes thérapeutiques qu'on va aborder vont être la motricité générale, la motricité fine, le repérage dans l'espace et le graphisme. Pour travailler la motricité générale, on va mettre l'enfant dans des situations d'exploration sensorielle et motrice. Ça va nous permettre de réaliser un travail neurofonctionnel. Donc on vous a mis une photo du 4 pattes parce que c'est un stade psychomoteur qui est très important dans l'élaboration des coordinations et des dissociations entre les membres supérieurs entre eux et entre les membres supérieurs et inférieurs. Donc à travers des jeux, on va reprendre un petit peu tout le développement psychomoteur. On a pu remarquer que les enfants qui ne sont pas passés par le 4 pattes ont moins d'aisance corporelle que les autres en général. On va aussi s'appuyer sur les neurones miroirs, c'est-à-dire qu'en réalisant un geste devant l'enfant, on active certaines zones du cerveau, les neurones miroirs, et ça peut l'aider à mieux réaliser le geste par lui-même ensuite. On va également utiliser l'image mentale, c'est-à-dire essayer de se représenter le geste à effectuer avant de le réaliser. On va également mettre l'enfant dans des situations d'apprentissage de nouvelles tâches, ou lui proposer des tâches nécessitant des anticipations, comme rattraper un ballon par exemple, ou des tâches nécessitant une adaptation au changement. Donc là, on vous a mis un exemple de parcours moteur, où l'enfant doit analyser les différents supports sur lesquels il va marcher, pour pouvoir ensuite s'y adapter, réguler son tonus. Enfin, on va l'aider dans la programmation des divers constituants du geste volontaire, c'est-à-dire qu'on va décomposer avec lui les éléments